Bonsoir à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième débat économique de l'entre-deux tours organisé par la Tribune. Je remercie pour leur présence Michael Delafosse. Vous conduisez, Michael Delafosse, la liste PS-PDF Europe Écologie Les Verts Montpellier Uni. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'organiser ce débat. Philippe Sorel, maire sortant, tête de liste citoyenne, divers gauche, écologiste, Montpellier La Citoyenne. Bonsoir à vous, Philippe Sorel. Bonsoir. Alors, comme vous le constatez, Moed Altrad, malgré l'engagement personnel qu'il m'avait donné, n'est pas avec nous ce soir et nous le regrettons. Il nous a fait d'ailleurs savoir qu'il ne participerait à aucun débat. Voilà. Un débat qui prend la forme un peu particulière liée à la crise, bien entendu, donc en format webinar. Et cela va nous permettre finalement d'être le plus grand nombre ce soir à vous suivre, messieurs, et à nous suivre. Et cette période, il faut en parler un petit peu quand même. C'est une période dont on ne sait plus comment la qualifier. Elle est terrible, inouïe, angoissante, stressante et sidérante. Et éventuellement, pour certains, on peut dire qu'elle peut être aussi inspirante. Alors, on verra, messieurs, si sur l'aspect positif, cette crise vous donne en tout cas des idées, vous inspire. Cette crise sanitaire, évidemment, va être suivie, on le sait, on en a déjà vu un peu les prémices, va être suivi d'une crise économique qui s'annonce, qui va être terrible. On a déjà un chiffre fort, c'est le taux pour la croissance qui est de moins 11%. Et on le sait, on le pressent déjà sur certains secteurs d'activité économique, elle va être impactante pour notre région. On parle beaucoup en ce moment des hôtels, des restaurants, et il est vrai qu'on va avoir effectivement une période qui s'annonce très morose. Justement, cette ambiance morose, peut-être on va voir, vous, messieurs, qui êtes candidats à cette élection, quels sont les enseignements que vous en tirez pour vous, personnellement, mais aussi pour la ville, et finalement, qu'est-ce qu'elle peut amener comme changement dans vos programmes économiques. Le sujet majeur ce soir, bien sûr, c'est l'économie. Et c'est devenu finalement le point dont tout le monde parle aujourd'hui. Et nombreuses seront les questions de nos internautes aujourd'hui, de ceux qui nous suivent. Voilà. Alors, il faut parler aussi d'un aspect pratique, puisque nous sommes en webinar, messieurs. Donc, je vous donne un peu le format, 45 minutes d'échange ensemble. Et puis après, nous laisserons 15 minutes aux internautes pour les questions. Ce format nous demande un peu de discipline, vous demande de la discipline, mais je sais que je n'aurai aucun problème avec vous. Donc, je jouerai quand même le rôle d'arbitre, parce qu'il en faut un. Et puis, on veillera au temps aussi, imparti, pour vous permettre de vous exprimer de la même façon. Voilà. Donc, essayons de ne pas se couper la parole. Ça nous permettra effectivement d'avoir un son qui sera plus intéressant à suivre pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Alors, avant peut-être de commencer à rentrer dans le vif du sujet, de regarder en détail vos programmes économiques, peut-être deux, trois petites questions, préambule. Déjà, donc, votre état d'esprit après ces 3 mois si particuliers que nous venons de vivre, et puis qu'est-ce que change cette crise finalement pour cette élection dans laquelle vous êtes engagé. Peut-être cette première question, cette série de questions pour Michael Delafosse. Oui, nous venons de vivre une crise sanitaire singulière, inédite, jamais vue dans notre pays. En tout cas, ma génération n'a pas connu pareil moment et je crois que ça va nous marquer. Cette crise, elle nous a conduit chacun à prendre nos responsabilités à son poste, à sa place. Moi, j'ai, comme professeur, changé ma pratique pédagogique et été en classe virtuelle, comme ce webinar ce soir, qui change les termes du débat démocratique et ça transforme. Mais on a observé des choses et les contacts noués ont montré d'abord une très grande forme de solidarité, d'esprit de fraternité des Montpelliérains et des Montpelliéraines. Saluer évidemment l'engagement de l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi des acteurs économiques. Je pense ici à André Deljari, Thierry Dugros, Grégory Blanc-Villain, au titre de la CPME et tant d'autres qui se sont
mobilisé pleinement pour accompagner les acteurs économiques dans cette période et qui ont fait naître un esprit de coopération très fort qui doit nous inspirer. Parce que quand nous vivons une crise comme celle-ci, sanitaire, nous savons qu'elle aura aussi des répercussions économiques et vous avez fait référence au PIB qui va baisser et donc ça appelle des mesures d'urgence, naturellement, et je crois que nous en parlerons ce soir, mais aussi une capacité à nous projeter sur le moyen et sur le long terme, et Montpellier, en la matière, a des atouts. Et je pense que sur des questions comme la souveraineté sanitaire, avec notre écosystème médical, nous avons une carte à jouer sur les enjeux de l'alimentation, sur les enjeux de protection de la population et la responsabilité des hommes et des femmes engagés dans la cité, dans le cadre de ce débat des municipales, c'est de formuler des propositions nouvelles, à la fois certaines que nous avions énoncées d'ailleurs lors de précédents débats, qui montrent leur actualité, mais aussi des propositions nouvelles pour que Montpellier sorte plus forte de cette crise dont nous savons qu'elle va être difficile sur le plan économique et social. Philippe Sorel, vous partagez ce que vient de dire Mickaël Delafosse. Est-ce que vous avez peut-être un regard aussi sur peut-être une autre vision du développement économique, par exemple? S'il y a parallélisme des questions, je me permettrai de répondre à la même question. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est la même, elle est liée. Hein. Merci, Monsieur Gallo. Simplement, je voudrais dire que la crise sanitaire que nous venons de traverser a mis à l'épreuve beaucoup de nos concitoyens qui l'ont traversé dans des conditions très difficiles. Montpellier, finalement, a limité la casse parce que nous avons pris un certain nombre de mesures en lien avec le préfet qui a été là à tous les instants, en lien avec le CHU qui a été omniprésent sur le problème sanitaire, mais aussi avec l'ensemble des cliniques, de la médecine de ville, des centres Covid que nous avons installés avec l'ARS dans la ville de Montpellier pour éviter la propagation de l'épidémie et pour éviter que les clusters deviennent trop importants, car nous avions des alertes, notamment dans les quartiers populaires, qu'il a fallu gérer en proximité, sur le terrain, des quartiers où il fallait être réellement présent pour pouvoir convaincre de se faire consulter, de pouvoir diagnostiquer la positivité de la maladie et éviter sa propagation. Cette crise sanitaire, elle a permis de pouvoir regarder la ville d'une autre façon, avec un esprit plus autonome, plus réactif, qui a été le nôtre, car complètement impliqué, physiquement, mentalement, moralement, philosophiquement. Nous avons su être à côté de tous les acteurs, que je profite ici de remercier, qu'il s'agisse des soignants, bien sûr, et qu'il s'agisse aussi des services municipaux, ceux de la métropole, ceux de la ville, que ce soit aussi l'ensemble des associations qui ont œuvré pour l'aide alimentaire et pour l'aide solidaire à ceux qui en avaient le plus besoin. Ceux du CCAS étaient en première ligne, les employés des EHPAD qui ont risqué leur vie et qui ont eu, je dirais, des résultats beaucoup bien meilleurs que dans d'autres, malheureusement, que dans d'autres départements ou d'autres régions. Cette crise est pour nous l'occasion de revoir un certain nombre de décisions qui faisaient partie de notre programme de premier tour et de les modifier pour s'aligner sur la nécessité qu'impose une telle crise. Après la crise sanitaire, la crise sociale, des aides ont été apportées, aux entreprises, ont été apportées aux commerçants, aux artisans, par des exonérations, par des aides au loyer, mais il faudra aller plus loin et aider les familles. Très bien. Alors, merci Philippe Sorel.
on va parler d'économie, bien sûr, ce soir. On va parler beaucoup d'économie. Évidemment, vous êtes candidat à l'élection municipale, mais on le sait, l'économie, elle est à la métropole. Donc, on est bien d'accord, tous les deux, vous êtes aussi candidat à la présidence de la métropole de Montpellier et de la Fosse. Avec la clarté qui caractérise cet engagement depuis le début de la campagne électorale, oui. Et Philippe Sorel? Je ne peux pas être contre, car c'est moi qui l'ai créé, la métropole. Très bien. Merci pour cette réponse à tous les deux. Donc, la crise que nous connaissons, on le disait, vous l'avez dit, elle nous parle d'urgence, elle nous parle de réactivité. On a vu pendant cette crise des dialogues nouveaux qui se sont améliorés, en tout cas qui ont évolué. On l'a vu avec la tribune, nous avons fait tout un tas de webinars avec les banquiers, avec les acteurs économiques, avec les experts comptables et autres, les chambres de commerce, MEDEF, dont vous parliez tout à l'heure, Michael Delafosse. Et effectivement, on a senti, on a vu aussi, ils nous ont dit qu'il y avait un dialogue nouveau qui s'était instauré, un dialogue nouveau entre banquiers, entrepreneurs, mais aussi entre entrepreneurs et les administrations. Et ça, c'était vraiment notable et tous étaient à dire que c'était une très, très bonne chose. Et bien sûr, la réactivité, évidemment, on a souvent critiqué les banquiers par le passé. Là, on a vu des banquiers qui étaient dans l'action, qui étaient en réaction et c'était très positif. En tout cas, les entrepreneurs ont beaucoup apprécié tout ça. Et donc, ça veut dire que il y a cette notion d'agir vite maintenant qui arrive, qui est là. Et donc, ça veut dire une question. Alors, on va essayer d'y répondre assez rapidement. Je suis désolé, mais on pourra peut-être l'avoir aussi en filigrane dans ce qu'on va voir, mais on est limité dans le temps. Mais vous arrivez gagnant lors de la soirée du 28 juin, quand vous prenez la mairie, la métropole en main. Quelles seraient, dans les 100 premiers jours, les premières actions? Quelles sont vraiment les premières actions qu'il faut prendre pour parer au plus vite au niveau économique, social? Philippe Sorel? Les premières décisions, si nous sommes élus, concerneront essentiellement l'aide aux familles. En effet, nous avons prévu de pouvoir doter chaque enfant de subventions d'une aide de 100 euros. Cela concerne les familles qui gagnent moins de 2 000 euros sur le barème CAF et cela concerne 35 000 enfants sur la ville de Montpellier. C'est une aide qui n'est pas négligeable, mais qui nécessite un vote du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas prendre cette décision sans l'avis du conseil municipal. La deuxième aide, ce sera les primes qui seront octroyées au personnel de la ville et de la métropole pour les remercier de leur exposition au Covid au moment où cela a été le plus difficile. En effet, les employés municipaux qui ont été confrontés au virus en première ligne, en deuxième ligne, ont pris des risques assez énormes qui nécessitent là aussi d'être récompensés, entre guillemets, par une prime qui leur serait octroyée après le dialogue syndical et par une décision du conseil municipal également. La troisième décision, et c'est la plus importante, c'est la décision que nous avons modifiée sur la fiscalité. Avant le premier tour, nous étions engagés à maintenir 0% d'augmentation du taux d'imposition pendant 6 ans. Là, je m'engage à diminuer la fiscalité sur l'ensemble du mandat. D'accord, donc des aides financières et des baisses au niveau fiscal. Michael Delafosse, pour vous, quelles seraient les mesures d'urgence à prendre? La première mesure d'urgence ne sera pas une délibération du conseil municipal, je vais y venir. C'est que si demain les Montpelliérains et les Montpelliéraines m'accordent leur confiance, c'est de constituer une task force qui se réunira tous les 15 jours avec l'ensemble des acteurs économiques, président de la métropole, CCI, CPME, MEDEF, chambre consulaire, pour faire un point sur la situation, pour que l'esprit de coopération que vous avez souligné des acteurs économiques eh bien, se prolonge dans la conduite de la crise. Parce que dans cette crise, nous entendons, il y a des secteurs qui font l'objet de mesures spécifiques, puis il y a des oubliés. Et donc, il faut qu'on ait un dialogue permanent, régulier, pour pouvoir analyser la situation dans chaque domaine. Et donc, cet esprit de coopération, on ne peut pas le faire seul. Il faut mobiliser les forces. Et donc, tous les 15 jours, cette réunion-là,
à laquelle seront naturellement invités la région qui a la compétence développement économique et le conseil départemental. Premier aspect. Second aspect, des mesures d'urgence qu'il nous faut prendre. Sur le plan économique, nous proposerons évidemment un certain nombre d'exonérations pour soutenir les commerçants, les artisans, droit de terrasse, sur les échafaudages, enfin, pour essayer de relancer au maximum l'activité. Nous mettrons en place un système de garantie, parce qu'il est très important, je m'explique, de garantie pour que l'activité de congrès puisse se tenir, l'activité événementielle, et que tous ces acteurs de cette filière puissent programmer et que le cas échéant, en cas de crise, de nouvelles vagues, ce que personne ne souhaite, mais nous portions ce risque-là. Et puis, il y aura des décisions sur lesquelles nous délibérons, parce qu'il y a des signes qu'il nous faut envoyer. Le premier, c'est à tous les commerçants, le conseil d'administration de la SAM sera réuni et ajournera le projet Aude à la mer, car il est compliqué pour les commerçants qui sont dans la difficulté actuellement de savoir qu'un projet concurrentiel se dresse en périphérie de la ville et celui-ci, convenons-en, est devenu anachronique. Et la deuxième délibération sera la création, pour consacrer l'esprit de coopération, parce qu'on ne peut plus travailler seul, on doit travailler ensemble. C'est notre proposition de créer une agence du développement économique capable à la fois d'être sur le territoire de la métropole, mais embrasser le grand territoire pour que nous affirmions notre stratégie ensemble dans la nouvelle région Occitanie. Michael Delafosse, vous m'avez donné une merveilleuse transition puisque nous allons parler maintenant d'urbanisme dans vos programmes économiques. Alors, vous le savez, Montpellier, 7e ville de France par sa population, une population qui n'a pas fini de grossir puisqu'on a une augmentation croissante de la démographie. Donc, ce qui veut dire que la ville, elle gagne toujours plus au sud, effectivement, avec les projets dont celui que vous citiez, Aude à la mer, Cambacérès. Alors justement, pour tous les deux, votre projet urbanistique, quelle est votre idée aujourd'hui? Comment vous imaginez la ville de demain en termes de développement, en matière aussi d'équilibre commerciaux? On peut parler aussi là du centre-ville, d'autres quartiers, quartier nord de Montpellier par exemple. Voilà. Donc Philippe Sorel, sur ce point, l'urbanisme commercial, l'urbanisme tout court. Pour la beauté du débat, je ne dois pas être toujours le premier à commencer. Ah mais non, mais comme Michael Delafosse. Mais c'est pas grave. Mais je changerai. Non, mais c'est faire parler le après. C'est pas grave, monsieur Gallo. Concernant l'urbanisme, j'ai compris le message, Philippe Sorel, j'ai compris. Il n'y a pas de... Concernant le message, oui, moi aussi, je l'ai compris. Mais concernant l'urbanisme, le projet Aude à la mer, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle du centre commercial, bien sûr qu'il faut l'arrêter, c'est dans notre programme. Mais le projet Aude à la mer n'est pas qu'un centre commercial. Il faut véritablement avoir la vision de ce projet d'urbanisme pour pouvoir en parler de façon sérieuse et pour permettre aux commerçants, aux habitants, au maire de Pérols, parce que je rappelle quand même qu'il est sur la ville de Pérols, de pouvoir prendre une décision concertée en confiance. Pour ce qui me concerne, je me suis engagé à stopper les mètres carrés commerciaux sur Aude à la mer, parce que ce projet est obsolète aujourd'hui. Ça fait trop longtemps qu'il est dans les cartons et qu'il n'est pas sorti, mais attention, uniquement sur le centre commercial, sur la partie commerciale, tout ce qui concerne le repositionnement des magasins, des zones commerciales qui sont en terrain inondable, et je ne vois pas comment on peut le stopper. Sinon, en responsabilité, on accepte des constructions en zone rouge. Et moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que l'urbanisme doit continuer, doit poursuivre les constructions en zone rouge. C'est interdit par la loi et c'est très dangereux pour les habitants. Sur les aides que nous avons déjà commencé à donner pour les commerçants, les artisans, que nous avons d'ailleurs préparés, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec la Chambre de métier,
Ce sont les exonérations des terrasses. Monsieur Delafosse en a parlé, mais nous l'avons fait. Exonération de terrasses, exonération d'occupation du domaine public, aide au loyer pour les entreprises, et ça concerne 12 000 entreprises sur la métropole, avec des aides de 500 € par mois, des aides également liées au tourisme, aux restaurateurs. Voilà, nous avons mis en place les mesures d'urgence. Mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin que cela. D'accord. Michael Delafosse, pour bondir sur ce point d'Aude à la mer, par exemple. Oui, bien sûr, il faut ajourner le projet Aude à la mer. Et la relocalisation des commerces de la zone du Fenouillet et du Soriège doivent être pensés de manière différente. Et il faut utiliser et proposer des réimplantations sur l'avenue Raymond Dugrand, dont il y a un projet d'urbanisme qui est la ZAC République sur ce linéaire commercial. Travailler sur la centralité de l'Écusson ou dans la ZAC Saint-Roch pour rééquilibrer commercialement la ville. Parce que le projet Aude à la mer, tel qu'il est devenu, il n'est plus juste la relocalisation de ces zones-là. Il y a 70 000 mètres carrés de commerce en plus, et donc la journée. Mais je veux répondre à votre question sur l'urbanisme et finalement notre conception de l'aménagement. Et encore, essayer de tirer les enseignements de la crise. Notre conviction est qu'aujourd'hui, il faut rééquilibrer Montpellier. Aujourd'hui, quand une entreprise se crée, souvent, on lui propose d'aller s'implanter au millénaire, dans cette zone d'activité qui est congestionnée. Et plus des emplois se positionnent là, plus ça congestionne. Et notre conviction, c'est que le nord de Montpellier a un potentiel sur un arc assez large, je parle bien évidemment à l'échelle de la métropole, où nous pouvons positionner le projet de Med-Valley, et donc d'identifier l'implantation d'entreprises dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'alimentation, du bien-être. Il y a déjà des choses, Divet par exemple, ou Medcel, évidemment, on pourrait, j'en cite, pardonnez-moi, j'en oublie, mais il y a déjà un potentiel. Et donc, rééquilibrer cette activité à proximité du CHU, des centres de recherche, je pense là à la dynamique d'Agropolis qui a plus de 30 ans, enfin près de 30 ans maintenant, et donc de positionner de l'activité au nord de la ville. Tout comme en matière d'urbanisme, une des priorités d'urbanisme que nous mettrons en œuvre, c'est la ZAC Pagésie, qui a été complètement arrêtée ces 6 dernières années et qui permet de traiter l'ancienne hôtel de ville, cette zone, cette non-connexion ou connexion malvenue entre Antigone et le centre historique, et où là, il y a un potentiel de densité en termes de logement, mais surtout de bureaux, pour permettre de renforcer l'activité économique dans l'Écusson et donc participer à la dynamique du centre historique qui en a besoin. Et donc, voilà la notion de rééquilibrage que nous voulons porter. Et en conclusion de mon propos, notre priorité ne peut plus être l'extension de la ville, qui est très onéreuse pour les finances publiques, mais elle doit être sur rééquilibrer la ville existante et procéder à du réinvestissement urbain. Voilà où seront nos priorités d'investissement et aussi notre invitation à mobiliser les investisseurs pour nous accompagner dans ce type de projets qui seront clairs, lisibles, phasés en termes de calendrier, car il faut qu'à Montpellier, dans la crise, justement, nous donnions de la lisibilité. Alors, on n'a pas évoqué Cambacérès. D'un mot, Philippe Sorel, si vous voulez. Je voudrais revenir sur Mais revenez, bien sûr. Réagissez. Et je voudrais lui poser une question. Dans quelle commune du nord de la métropole il souhaite installer la Med-Valley? Ah, mais Monsieur Sorel, avec grand plaisir. Montpellier. Ah oui, à Thomasy. Avec la zone verte. Vous avez la zone Euromédecine. À Grabel, où le maire s'y montre intéressé, le maire de Jacou qui accueille Medcel, le maire de Clapier qui est prêt à travailler là-dessus, et même, allons un petit peu plus loin,
des communes qui ne sont pas dans le périmètre de la métropole, mais qui peuvent y être intéressées. Je pense ici à Madame Christol, qui a été nouvellement réélue maire et qui d'ailleurs connaît très bien, puisqu'elle travaille à ICM, et qui serait prêt à échanger là-dessus. Et donc, c'est dans un dialogue respectueux avec les maires que nous souhaitons travailler sur cette structuration du projet Med-Vallée, qui peut être pour Montpellier l'occasion de se positionner sur les enjeux de souveraineté sanitaire. Et puis parce que le 17 août 2020, nous allons fêter les 800 ans de la faculté de médecine, eh bien un acte d'engagement pour l'avenir où cette Med-Vallée pourrait être coordonnée dans le cadre d'un pacte Hippocrate. Là encore, l'esprit de coopération avec les acteurs privés de la santé, avec les acteurs publics, ICM, le CHU, les centres de recherche et les forces économiques qui seraient prêts à être partenaires de ce projet. Je crois que nous pouvons ici nous inspirer d'exemples. Je pense à Nice Sophia Antipolis, mais il ne s'agit pas de recycler ce qui se fait ailleurs, parce qu'à Montpellier, notre responsabilité, en tout cas celle que moi j'entends prendre, c'est celle d'innover, de prendre des risques. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'ambition pour notre territoire, et la santé est un atout maître pour Montpellier. Santé, environnement, alimentation, bien-être. On sait qu'il existe aussi des filières du numérique, des énergies renouvelables. Mais voilà, pour répondre avec grand plaisir à votre question, mais j'en aurai quelques-unes pour vous également. Alors, quelques précisions sur le centre-ville. Allez-y, pour elle, d'autant que vous avez 2 minutes à moins de temps de parole. J'ai 2 minutes en moins. Sur le centre-ville, outre le fait d'arrêter la partie commerciale d'Aude à la mer, le rééquilibrage du centre-ville passe par des projets d'envergure, et un qui est en train de finir, que n'a pas été cité, c'est celui de la réhabilitation du centre commercial du Polygone, qui s'est réalisé en partenariat avec la ville et qui permettra de réorganiser, de soutenir le commerce du centre-ville, mais aussi de réorganiser les déplacements entre la place de la Comédie et le quartier d'Antigone. C'est un magnifique projet qui va permettre de potentialiser le commerce dans le centre-ville et de donner de la plus-value à ce centre commercial historique, ce centre commercial qui est central, hein, qui permet l'attractivité aussi du centre-ville avec l'ensemble des commerces qui sont répartis dans les buissons, fait l'objet d'un renouvellement urbain interne au centre qui a été largement plébiscité et qui est également l'un des piliers de cet équilibre qui doit exister entre le centre-ville et la périphérie. Nous sommes opposés à la création de nouveaux centres commerciaux périphériques. J'ai d'ailleurs, la métropole s'est abstenue dans le vote concernant le centre commercial de Saint-Clément-de-Rivière, puisque la métropole a un droit de vote dans cette instance, car il ne suffit pas de l'incanter, il faut aussi voter. Si vous voulez bien, maintenant, on va aborder un sujet qui est d'importance aussi, c'est celui des mobilités. Quel est votre constat aujourd'hui? Quels sont les projets que vous avez? Alors, bien sûr, on pense tous au tramway, ligne 1, ligne 5. On pense aussi à l'aéroport, on peut penser au plan vélo. Voilà, donc c'est vrai que cette crise nous a mené aussi à peut-être avoir, en tout cas, on a senti une accélération de la prise de conscience de tous ces phénomènes-là. Donc, comment vous allez les traiter, Mickaël Delafosse? C'est un très grand débat, très grand sujet. La ville étouffe sous la congestion automobile, disons-le. Les choses se sont très clairement dégradées ces 6 dernières années. La ligne 5 de tramway 2025-2027, un surcoût de 80 millions d'euros. La ligne 1 de tramway pour laquelle des financements avaient été obtenus de l'État en 2014, 3,9 millions d'euros, n'est toujours pas connectée à la gare de la Mogère. Et donc là, il faut porter l'ambition sur ces infrastructures de transport, mais aussi penser, et je voudrais insister là-dessus, à une coopération, à un esprit de
de rassemblement et d'unité avec la région pour travailler sur les problèmes de desserte à l'échelle de l'aire urbaine. Et par exemple, nous proposons que les anciennes voies de chemin de fer qui sont désaffectées, qui sont un témoignage de la révolution industrielle de cette période où le rail, je rappelle que la gare de Montpellier fut une des premières gares en France, une des lignes, que nous proposons par exemple que la ligne Poussant Sabine, Saint-Jean-de-Védas-Sabine, eh bien, devienne une ligne en site propre et où nous pourrions, en partenariat avec la région, déployer du bus à hydrogène pour essayer de soulager les embouteillages et la congestion automobile. Naturellement, donner une place, et le cycliste que je suis, une place accrue aux mobilités douces, actives, le vélo, les piétons. Et là, on a besoin de travailler de manière coordonnée en reprenant le plan local de déplacement pour que notre réseau cyclable trouve une cohérence, les parcours soient sécurisés et que le plan de circulation soit revu. Et ce que nous proposons, c'est qu'après concertation avec l'ensemble des acteurs, à un horizon de 2 ans, donc 2022, un nouveau plan local de déplacement soit adapté à l'échelle de la ville. J'en garde un petit peu pour la suite, permettant ainsi à M. Sorel de poursuivre sur ce sujet. Et lui, je crois que je suis un peu en avance sur le temps. Merci Michael Delafosse pour cette transition. Donc c'est à Philippe Sorel. Oui, je pense qu'il de mobilité. faut absolument supprimer de la ville la circulation de transit qui embolise Montpellier. Cette circulation de transit, elle est due en grande partie au manque de contournement de la ville. Et notamment au contournement ouest que nous avons négocié avec l'État, avec le département, avec la région, avec la métropole et avec les communes de l'ouest, que ce soit Gilliac, que ce soit Saint-Jean-de-Védas, que ce soit Montpellier. Et l'ensemble de ce dispositif va permettre de sortir de la ville les voitures qui n'ont rien à y faire. Parce que lorsque on me dit il faut qu'on fasse un plan vélo comme à Copenhague, moi je veux bien, et j'ai déjà commencé. Mais il faut penser qu'à Copenhague, les voies de contournement de la ville sont très importantes. Ça veut dire que ne rentrent à Copenhague que les gens qui ont quelque chose à faire à Copenhague. Ceux qui n'ont rien à faire à Copenhague n'entrent pas dans la ville. Et c'est ceux qui ne nous facilitent pas la tâche parce que les contournements de la ville qui auraient dû être présents depuis longtemps ne le sont pas. Je sais que dans votre équipe, M. Delafosse, les Verts que vous avez, enfin, Europe Écologie Les Verts, une partie d'entre eux que vous avez récupérés entre les deux tours, eh bien, sont opposés au contournement ouest. Et ça, c'est très grave parce que qu'on fasse un contournement écologique avec des pistes cyclables, arborées, avec la gestion de l'hydraulique, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire on va enlever la circulation de transit et ne pas faire sans avoir consulté les maires de l'Ouest, qui sont tous favorables, de même que les 31 maires de la métropole, mettre à mal le projet de contournement ouest. C'est un projet qui est fondamental. Cela n'empêche pas de faire des lignes de tramway, cela n'empêche pas de mettre en place le schéma de déplacement de mobilités actives que nous avons voté en 2018 à l'unanimité pour le vélo, pour les piétons, pour tous ceux qui utilisent d'autres modes de déplacement que les transports collectifs ou que la voiture individuelle. C'est une vision globale qu'il faut avoir et pas une vision dogmatique. Mais on va avoir une vision globale parce que, bon, on a quand même pris beaucoup de retard. Montpellier avait une réputation sur sa capacité à réaliser son réseau de tramway, mais surtout, le trafic de transit doit être sorti de la ville. Moi, j'ai construit un rassemblement avec les militants de l'écologie, qui sont des hommes et des femmes engagés, sincères. Et avec eux, nous avons convenu d'un principe. C'est que le contournement ouest, ce boulevard urbain à l'ouest, qui est nécessaire et que nous défendrons, devait être financé par celui qui doit le financer, c'est-à-dire l'État. Parce que les finances de la métropole, elles ont
besoin de choix et d'arbitrage. Et pour cela, nous prendrons des initiatives parce qu'il faut savoir travailler ensemble pour le territoire. Il faut savoir, même si nous n'avons pas les mêmes positions, moi je ne suis pas En Marche, je n'ai pas de parlementaire En Marche, mais j'ai mes Vous avez opinions. Madame Hart. Mais non, mais il y a des députés de la majorité, des députés de l'opposition, et ceux-là, je vais leur demander de travailler ensemble pour que dans les arbitrages que l'État doit rendre sur un certain nombre d'investissements, Montpellier ne soit pas oublié. Parce que nous avons été oubliés sur le CHU, nous sommes oubliés sur un certain nombre d'investissements structurants. Et il est temps que la voix de Montpellier soit entendue. Et pour cela, il faut construire un autre état d'esprit que celui de je suis fâché avec tout le monde, j'invective tout le monde. Nous avons besoin de travailler ensemble. Les parlementaires ont une mission, c'est d'accompagner le territoire. Et nous devons construire un dialogue. De la même manière, nous devons pouvoir compter sur des relations apaisées avec la présidente de région, le président du conseil départemental, pour que l'ensemble de ces dossiers puissent être portés ensemble et que nous puissions défendre les dossiers dans l'intérêt des Montpelliérains, parce que l'enjeu de sortir le trafic de transit de la ville est un enjeu justement de santé publique, environnementale. Les cartes de la pollution qui nous sont révélées nous montrent combien là il y a enjeu. Et le temps perdu par les Montpelliérains dans les embouteillages pose des problèmes de qualité de vie qui se sont hélas dégradés. Je dis hélas parce que ça me fait mal de noter les problèmes à Montpellier, notre si belle ville. Messieurs, vous l'aviez compris, nous avons eu un petit souci technique, j'avais disparu et je suis réapparu. Donc, visiblement, vous avez parlé du point que je voulais aborder avec vous, c'était l'écologie. Est-ce que vous avez eu votre temps de parole chacun pour échanger? C'est à vous de nous le dire. Je pense que je suis en retard. Alors, attendez. Oui, effectivement, vous avez 4 minutes à gagner sur le débat. À regagner, en tout cas, s'il serait. OK. Donc, sur cette partie d'écologie, vous avez pu échanger. Je vous propose maintenant d'aborder un point qui est important aussi, c'est le budget, effectivement. Nous avons vu, effectivement, que les programmes, et surtout dans cette situation de crise que nous connaissons, va peut-être un peu rebattre les cartes. Effectivement, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il faut revoir la fiscalité de façon globale? Est-ce qu'il faut avoir recours à l'emprunt? Je rappelle que le budget primitif consolidé actuellement de la métropole est de 1,42 milliard. Et là-dessus, le développement économique, c'est un fonctionnement de 17 millions pour 18,7 millions d'investissements, si j'ai les bons chiffres. Voilà. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il va falloir en rajouter? Je pense que pour ce qui est de la métropole, il faut et de la ville, je pense qu'il faut que nous conservions notre niveau d'investissement au niveau que nous avions prévu et qui est pour les 3 ans à venir de plus d'1,3 milliard. C'est du travail pour les entreprises, c'est du travail pour les habitants de la métropole, c'est du travail pour permettre d'asseoir la relance économique après la crise qui a largement impacté le corps social. C'est dans le même esprit d'ailleurs que la fiscalité au niveau de la ville doit être diminuée. Nous avons passé 6 ans avec 0% d'augmentation des taux d'imposition à la ville, 0% d'augmentation des taux d'imposition à la métropole. Nous sommes la seule ville avec Paris à avoir fait cela, pendant que le département dans lequel vous êtes vice-président, M. Delafosse, chargé des finances, a augmenté les impôts. Nous avons maintenu les taux, nous nous étions engagés à cela. Et si nous sommes élus, eh bien, nous essaierons de diminuer la fiscalité sur l'intégralité. Ce ne sera pas des baisses, je dirais, colossales, mais c'est déjà pas mal pour pouvoir rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble des familles de Montpellier. Michael Delafosse sur ce point? Est-ce que vous aurez la même démarche? Extrêmement important.
Sorel, qui est élu au conseil municipal depuis 25 ans et donc qui a porté le niveau de fiscalité que nous connaissons actuellement, qui est une fiscalité élevée à la métropole et à la ville, eh bien nous, notre engagement est une stabilité. Et nous posons la question suivante, c'est cette fiscalité, comment est-elle redistribuée? Par exemple, les entreprises qui financent le versement transport n'ont pas vu ces 6 dernières années des infrastructures de transport, notamment la desserte autour du millénaire, la ligne 5 du tramway ou la connexion à la gare Montpellier-Sud de France en ligne 1. Et donc, il y a l'investissement annoncé et celui qui est réalisé. Et évidemment, il faut investir pour soutenir nos entreprises. Mais surtout, si nous voulons maintenir notre niveau d'ambition pour Montpellier, il faut qu'on travaille ensemble, parce qu'il faut donc avoir une logique de partenariat avec la région, avec le département. Moi, j'étais frappé parfois sur un certain nombre de dossiers. L'opération Grand Site Occitanie, en déposant un dossier, c'était l'opportunité de récupérer des financements sur des projets pour Montpellier. Monsieur Moudin, qui à Toulouse, a obtenu 1,2 million d'euros. À Montpellier, 0. Et donc, si nous travaillons ensemble, eh bien, par exemple, sur les stratégies de sobriété énergétique, d'aller vers une ville bas carbone, qui est une opportunité extraordinaire pour les artisans, les entrepreneurs du BTP, en partenariat avec la région, nous pouvons mener un travail très important. Et donc, si nous travaillons ensemble, si nous mutualisons nos forces, eh bien, c'est davantage de moyens pour le territoire. Si on reste seul dans son coin, eh bien, des financements n'arriveront pas sur Montpellier. Et moi, j'appelle à un profond changement de notre gouvernance. Je l'appelle à une gouvernance apaisée et à une gouvernance coopérative avec l'ensemble des acteurs. Nous avons tant à faire pour ce territoire. Nous ne pouvons pas être en conflit permanent, comme ça a été le cas ces 6 dernières années avec la région. Nous avons besoin pour Montpellier d'être unis. Philippe Sorel, forcément, vous ne pouvez que réagir à ce que vient de dire Mickaël Delafosse. Avec d'immense plaisir, parce que cela fait au moins 5 ou 6 fois que depuis le début de ce débat, M. Delafosse prononce le mot région et département. Lorsque nous avons signé le contrat de plan de la région métropole, j'ai travaillé avec la région et nous avons obtenu des financements de la région. Lorsque nous avons commencé le contournement ouest, j'ai obtenu des financements de la région et du département. Mais lorsque la région fait des choses contre Montpellier, eh bien, je dis non. Et contrairement à vous, Monsieur Delafosse, je n'ai pas envie que la gouvernance de Montpellier se passe au conseil régional à Toulouse. C'est pour cela que j'essaie de garder une liberté dans le jugement et de ne pas être aveuglé de façon dogmatique par mes petits amis, par vos petits amis du Parti socialiste. Vous entendez bien avec la région, avec le département, c'est normal. Madame Delga est socialiste, Monsieur Mesquida est socialiste, vous êtes le candidat du Parti socialiste. C'est normal que vous entendiez bien. Quand j'étais membre du Parti socialiste, on inscrivait mon nom sur les, sur les listes de soutien aux autres candidats socialistes, vous le savez bien. Vous avez... Donc, ce ne sont finalement que des arrangements de partis politiques. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que Montpellier soit gouverné de Toulouse et du conseil régional. Or, chaque fois que vous parlez de vos partenaires, vous citez la région. C'est quand même curieux, vous avouerez. Vous m'excuserez, je vous rappelle que dans le cadre de la loi, la compétence développement économique qui intéresse beaucoup de ceux qui suivent ce débat, elle est assumée par la métropole et la région. Et donc, nous avons besoin de construire du partenariat. Et rassurez-vous, moi, demain, si les Montpelliérains et les Montpelliéraines m'accordent leur confiance, les 2 collectivités que j'ai situées, mais aussi les parlementaires de notre territoire, Madame Dubost, Madame Miralles, Monsieur Desmoulins, Madame Ressiguier, parce que
si vous voulez, on va arrêter de regarder passer les trains sur les investissements publics, par exemple, sur le CHU de Montpellier. Et cet exemple-là est d'autant plus emblématique de ce que nous voulons vivre. Et l'état d'esprit que j'assume, que je revendique, qui d'ailleurs a été dans ma campagne et d'ailleurs dans nos échanges parfois au conseil municipal, il n'est pas de construire sur des invectives. Vous avez vos convictions, j'ai les miennes, je les respecte, les vôtres, respectez les miennes. Mais on essaye de poser du travail ensemble dans l'intérêt de Montpellier. Et cette crise, elle nous y oblige. Elle ne nous oblige pas à lancer les petites invectives partisanes, etc. C'est votre registre, il vous appartient. Le mien, c'est d'essayer de fédérer l'ensemble des forces pour que nous travaillions ensemble dans le seul intérêt des Montpelliérains et des Montpelliéraines, pour que les entrepreneurs ne soient pas dans des situations de grande fragilité, parce que ce sont eux qui créent l'emploi. Voilà les enjeux qui sont devant nous. Alors, si vous voulez repartir sur une conflictualité permanente, effectivement, suivez votre chemin. Mais si vous voulez retrouver ou si vous voulez trouver un nouveau chemin, celui d'un changement d'une gouvernance apaisée, eh bien, à travers l'exemple emblématique de l'Agence de développement économique de la Fosse, territoire, nous pouvons le réaliser. On va essayer, merci pour ce point. On va juste, j'essaye de raccourcir finalement toutes les questions que j'avais à vous poser, puisqu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent des internautes. Donc, un point quand même sur l'attractivité du territoire et les aides que vous imaginez, les programmes de développement. Il y a un point que vous avez évoqué, c'est celui de l'agence de développement économique. Vous êtes tous les deux d'accord pour faire une agence de développement économique, mais la forme et la direction que doit prendre cette agence de développement est un petit peu différente. Philippe Sorel, est-ce que vous voulez parler ou Michael Delafosse? Moi, je laisse la parole au premier qui veut la prendre. Combien j'ai de temps? Parce que je ne vois rien sur l'écran. J'arrive pas à savoir. C'est nous. Donc, non, mais combien il a de... Non, vous avez du temps, allez-y. Non, mais on ne sait pas combien de temps. 3 minutes, on me dit. Alors, l'agence de développement, c'est un projet que nous avons lancé il y a un an et demi, qui s'est interrompu parce qu'il y a les élections municipales et les élections des agglomérations voisines, avec l'ensemble de nos voisins, c'est-à-dire du pays de Lunel, de l'agglomération du pays de l'Or, de Sète, du Cœur d'Hérault, mais également du Pic-Saint-Loup. Et nous avons essayé de mettre en commun ce qui est complémentaire. J'entends par là les demandes d'installation d'entreprises qui sont très nombreuses à Montpellier. Et malheureusement, nous ne pouvons pas toutes les loger sur les parts d'activité. Il se trouve que dans les agglomérations voisines, il y a de l'espace. Et nous avons prévu d'installer, nous avons déjà des conventions avec certaines d'entre elles. Et pour faire une agence économique, il faut absolument travailler sur une structure qui puisse se rassembler et avoir, je dirais, une gouvernance neutre pour ne pas défavoriser l'un ou l'autre. Cette agence économique, moi, je souhaite la faire avec la région, parce que la région possède déjà une agence économique. Et nous partageons la compétence développement ensemble. Donc, on ne pourrait pas faire deux agences économiques séparées, métropole et région, car on serait dans des conflits d'intérêts qui seraient ingérables. Comment peut-on demander au port de Sète, par exemple, d'être dans l'agence économique alors qu'il est déjà dans l'agence régionale? Donc, il faut absolument que cela se fasse avec la région, en plus des collectivités voisines et des intercommunalités voisines. Merci. Je vous propose, puisque j'essaye quand même de faire en sorte de respecter notre timing, d'aborder les questions et puis je verrai si j'ai le temps, j'en poserai d'autres avec ça. Donc, une question qui a trait au tramway. Une question pour Michael Delafosse, puisqu'il a été question qu'il y ait effectivement une gratuité pendant les week-ends des transports, et notamment du tramway. Comment vous financez le tramway et la gratuité des transports de tramway? Bien sûr. Alors, effectivement, c'est un engagement que nous avons pris, la gratuité pour les habitants de la métropole,
des transports en commun. C'est une mesure de pouvoir d'achat. Nous l'avons mesuré dans le confinement, encore plus que ce que nous percevions, une très grande fragilité sociale des Montpelliérains et des personnes âgées qui ont des petites pensions et pour qui la vie est difficile. Et donc, cette gratuité des transports pour les habitants de la métropole, nous commençons en accompagnement du centre historique, pour relancer, soutenir le commerce, le week-end, le vendredi après-midi, le week-end. Et elle se mettra en œuvre progressivement durant la durée du mandat. Alors, à la question légitime qui est posée du financement, les recettes de la TAM, c'est 39 millions d'euros. Nous avons estimé à 24-25 millions d'euros le coût que cela représenterait pour une prise en charge pour les habitants de la métropole. Ce sont des choix. Il y a des choix à faire. Et par exemple, à Montpellier, le casier de Castries a été fermé et nous dépensons 10 millions d'euros pour exporter nos déchets à Marseille et en Espagne. Les dépenses de fonctionnement coûteuses. Je voudrais relever aussi, on pourrait prendre les dépenses de communication sur notre territoire qui parfois sont peu dévoyées. Plutôt que de parler de Montpellier, on parle d'autre chose. Et donc, il y a des économies de gestion à opérer au sein de la métropole, importantes, de redéploiement qui doivent être assumées. Et puis, nous savons une chose. Alors évidemment, la crise, pendant un an, va être là. Mais nous savons que nous avons également un dynamisme fiscal parce que notre territoire est attractif. Et c'est une chance. Et moi, je crois profondément à cette gratuité des transports pour les habitants de la métropole parce qu'ils payent beaucoup d'impôts et qu'il leur faut une redistribution qui soit utile à tous. Et les transports collectifs… Merci Mickaël Delafosse. Une question, peut-être on va la poser là du coup à Philippe Sorel, mais vous pourrez réagir très très vite par contre parce que vous avez quand même toujours cette avance avec vous, Mickaël Delafosse. Que comptez-vous faire pour attirer des entreprises à Montpellier, notamment des entreprises étrangères? Il y a un petit peu la même question derrière, puisque effectivement, c'est question sur l'implantation d'entreprises pour réduire le chômage. Donc, c'est deux questions en une. Comment on attire des entreprises sur le territoire, Philippe Sorel? D'abord, je voudrais reprendre le terme qui a été utilisé par M. Delafosse qui est faux. Il n'y a jamais eu de troisième casier à Castries. J'ai fermé le deuxième et je me suis engagé à ne jamais faire le troisième casier. Ensuite, je lui rappelle que sur le plan de gestion des déchets, c'est un plan régional. Et donc, c'est à la région d'indiquer les endroits sur son territoire où les communes peuvent gérer la gestion de leurs déchets ménagers. Concernant l'emploi et l'installation des entreprises et les relations que l'on peut avoir avec l'étranger, je rappelle qu'en 6 ans, nous avons créé 31 000 emplois à la métropole de Montpellier. Nous avons réduit le chômage de 2,7%. Et c'est difficile dans une ville, dans une métropole qui est en pleine croissance démographique. Imaginez. Concernant l'attractivité, vous le savez, notre territoire est très attractif parce que nous créons beaucoup d'emplois. Nous sommes un des territoires en France qui crée le plus d'emplois, qui installe le plus d'entreprises, et là où les entreprises sont, y compris les startups, pérennes. Pour les relations avec les pays étrangers, c'est une politique qui ne se fait pas à l'instant T. Nous avons déjà réalisé des jumelages importants qui nous mettent en relation avec des villes du monde, en relation avec l'Italie, avec Palerme, où là nous avons des échanges, y compris des échanges d'entreprises, liés au numérique, liés aux startups, liés à la culture, qui fabrique aussi, qui génère des emplois. Nous avons un jumelage formidable avec la Russie, où là nous avons des échanges médicaux qui permettent d'entrevoir des implantations d'entreprises. Et je suis en discussion, et si nous sommes élus, je terminerai cette négociation avec la magnifique ville de Manchester, où là nous avons des pépinières, je dirais, un avenir très, 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 très positif à imaginer ensemble, car nous avons des ADN culturels comparables avec Manchester. Nous avons beaucoup de Français qui sont
installés à Manchester et ils sont très demandeurs sur des domaines comme la santé, comme la culture et également comme le numérique. La politique en termes de rayonnement extérieur, rayonnement étranger, à l'étranger, elle est très importante parce que ce sont les villes qui organisent l'économie mondiale mieux que les États. On l'a vu dans la crise du Covid. Si nous n'avions pas eu notre ville jumelle de Chengdu en Chine, nous n'aurions pas reçu les premiers masques dans nos EHPAD. Ce sont les Chinois qui nous ont envoyé les masques FFP1 et pas l'État français. Ce qui signifie que les relations entre les villes, il faut les bichonner, il faut les conserver, il faut les organiser et en tirer le maximum pour nos entreprises, nos entrepreneurs et pour la création d'emplois locaux, mais aussi pour l'échange de savoir, parce que les traditions des uns et des autres font progresser les entreprises locales et nous permettre de découvrir de nouvelles voies pour à la fois la production et l'exportation. Alors, on avait aussi une question qui concerne, merci Philippe Sorel, l'article que nous avions fait sur le sujet des élections. Il y avait une question qui était sous-jacente, c'était quelle reprise économique durable au sens de la COP 21 et de la loi CAP envisagez-vous et quels seront les outils et critères pour la mettre en œuvre à court, moyen et long terme? Michaël Delafosse? Juste la question de l'attractivité, qui est une question importante. Le maire, il doit être garant d'un écosystème favorable à la création d'entreprises. Et je le dis, beaucoup de chefs d'entreprise, moi j'ai beaucoup de colistiers qui sont chefs d'entreprise, il y en a 9 sur la liste que j'ai l'honneur de conduire, on en parle souvent. Et ceux qui regardent le disent, le climat de conflit qui existe parfois dans cette ville n'est pas toujours favorable et ne permet pas à des acteurs de pouvoir se positionner. Et on a besoin de faire ensemble, de coopérer. Alors, ce qui doit être la reprise et le choix des investissements doit être marqué quand même. C'est une responsabilité pour nos enfants, nos petits-enfants. Et les discours, d'ailleurs, sont remarquables. La tribune qui est parue dans Midi Libre samedi, permettez-moi de citer vos confrères, d'un certain nombre d'acteurs économiques qui disent il faut qu'aujourd'hui le paradigme de l'environnement, de l'écologie soit déterminant. Et donc nous appelons à un Green New Deal. Par exemple, dans le bâtiment, l'enjeu de la rénovation thermique de l'habitat doit être quelque chose qui doit être largement amplifié parce que c'est des réponses immédiates et à la fois qui engagent, qui font enfin entrer Montpellier en transition écologique. De la même manière, pour les bureaux d'études, d'urbanisme, d'architecture, travailler sur les mobilités actives est de l'activité. Mais je crois que nous pouvons là aussi dialoguer avec un monde économique qui est prêt. On sent bien chez les acteurs du BTP l'envie de faire différemment, de relever le pari de la sobriété énergétique. Et si nous y arrivons à Montpellier, si notre écosystème permet de créer cette dynamique, non seulement nous serons vertueux sur notre territoire, mais nous serons ambitieux à l'extérieur parce que nos entreprises ont vocation à faire à Montpellier, mais aussi dans d'autres territoires, dans d'autres métropoles et à l'international naturellement. Et il existe des exemples qui montrent que ce chemin peut et doit être. Merci Michaël Delafosse. Philippe Sorel, peut-être rebondir sur ce qu'a dit Michaël Delafosse? Oui, moi j'entends bien et je partage concernant l'écologie et la transition écologique que nous devons mener à Montpellier, la transition énergétique également, qui fait partie de la transition écologique. Nous devons revoir complètement notre façon de concevoir la ville. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu un document formidable qui a été relevé à l'ONU et que j'ai eu l'honneur de présenter à l'invitation du secrétaire général de l'ONU, que j'ai apporté avec moi parce que je savais qu'à un moment, j'en aurais besoin pour expliquer le manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste, qui décline l'ensemble des actions de fabrication de la ville à l'aune des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est une façon d'imaginer à nouveau la ville, mais avec d'autres impératifs qui correspondent
ici à l'environnement, ici à la solidarité, ici à la présence, à la gestion de l'eau, ici à la biodiversité et également à tout ce qui est indépendance, que ce soit alimentation, que ce soit santé. Les entreprises que nous appelons à Montpellier doivent non pas s'installer à Belle-Vallée, mais à Montpellier, capitale santé, je vais dire en français, que nous avons imaginé il y a 2 ans avec Chantal Marion et que nous allons, et que nous développons, cela doit être l'écosystème qui doit piloter la santé, car une entreprise qui s'intéresse à tout cela, qui travaille sur le champ de la santé, 50 000 emplois sont autour de la santé à Montpellier. Et lorsqu'elle se pose la question de son installation, elle doit dire, eh bien oui, c'est à Montpellier que je dois m'installer, parce que c'est ici que je trouverai des ressources, l'écosystème fertile pour développer mon activité et des emplois. Nous arrivons quasiment au terme de ce webinaire, mais finalement, j'allais vous proposer à tous les deux de faire un petit peu une conclusion. Vous avez fait quasiment une conclusion, Philippe Sorel, sauf si vous avez à rajouter un point particulier, et on laissera la parole après à Michael Delafosse pour faire sa conclusion, voire rajouter des éléments qui n'auraient pas été abordés de façon bien sûr très courte pour rester dans notre timing. Ne connaissant pas le temps dont je dispose, je voudrais vous remercier de l'organisation de ce débat et je voudrais saluer tous les internautes qui nous suivent, tous les entrepreneurs de la ville, de la métropole, du département et de la région qui font un travail formidable et qui ont subi cette crise et qui l'ont assumé. Et je fais allusion notamment à tous les entrepreneurs engagés qui travaillent avec nous et pour lesquels je proposerai de regrouper dans un... Ah, on a perdu Philippe Sorel et moi aussi. Pour la création d'emplois. Non, là, je crois que je ne suis plus en antenne. Alors, Michael Delafosse, est-ce qu'il est toujours là? Présent, peut-être. Là? Oui, voilà, c'est bon, c'est revenu. La technique est revenue. Montpellier est une ville absolument incroyable par son énergie. Moi, j'entends être un maire qui soutient profondément l'innovation. Il existe des ressources incroyables sur ce territoire. On les voit, nombreux sont ceux qui regardent, la tribune les relate. Et je crois que nous devons changer. Nous ne pouvons pas être dans une gouvernance conflictuelle. Nous avons besoin de faire ensemble. Nous avons besoin d'unir nos forces. Et chacun peut apporter sa pierre à cet édifice qui nous invite à relever des défis considérables. La transition écologique, une ville à Montpellier qui peut inventer des nouvelles façons de bâtir, un nouvel art de vivre. Quand je décline des projets comme la Med Valley, je crois que nous nous inscrivons à la fois dans la puissance de notre histoire, mais une projection vers l'avenir. Ce que je défends dans cette campagne depuis de longs mois, avec beaucoup de conviction, d'énergie, parfois j'entends des gens douter, questionner, et que c'est légitime. Je le fais avec une conviction, c'est que notre territoire, il a des choses à dire au monde. Il peut être une contribution au monde. Montpellier est un petit bout de terre qui peut faire de grandes choses pour la grande terre. Et nous ne pouvons pas le faire seuls, dans des logiques d'affrontement et de polémique, mais dans des esprits de rassemblement. Et demain, si les Montpelliérains et les Montpelliéraines me font confiance, nous aurons besoin des entrepreneurs, nous aurons besoin des investisseurs pour porter de l'audace, de l'ambition pour notre ville, pour l'emploi et pour les générations à venir. Merci Michael Delafosse, merci Philippe Sorel. C'est vrai que ce webinaire a été fait dans des conditions un petit peu particulières puisqu'on a eu quelques soucis techniques. Merci en tous les cas à vous d'avoir joué. C'est l'habitude. Merci d'avoir joué le jeu. On vous souhaite à tous les deux pleine réussite. Voilà, les deux. Voilà. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à la tribune, Monsieur Sorel. Merci d'avoir fait merci beaucoup. le débat. Merci à vous. Contrairement à d'autres. Je voudrais aussi
remercier l'ensemble des équipes de la Tribune qui nous ont aidés à faire ce webinaire, les équipes techniques de Plug and Play. Et voilà, et remercier aussi tous les internautes, nombreux qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à tous, bonne campagne et à très bientôt. À très bientôt.